Bonjour à tous. J'ai repris au fond la définition de la Banque des règlements internationaux qui est la plus, c'est mieux comme ça, qui est la plus consensuelle sur le risque de conformité. Et la Banque des règlements internationaux décrivait déjà en 2005 dans son document sur la fonction conformité, le risque conformité comme le risque d'une sanction juridique et réglementaire, une perte financière ou une perte de réputation résultant d'une violation des lois, de la réglementation, des règles, de tout ce qui relève de l'auto-réglementation, comme des codes de conduite de place par exemple, auxquels on adhère, et les codes de conduite que les organisations se fixent à elles-mêmes. Voilà, donc le risque de conformité est finalement assez large, et ce qui est assez intéressant dans cette définition de 2005, c'est que dès ce moment-là, le risque réputationnel apparaît, et c'est une dimension essentielle du risque de conformité, bien entendu. Donc, fort de cette description du risque de conformité, finalement, si on resitue un peu le risque de corruption qui nous intéresse le plus aujourd'hui, et en particulier dans le cadre de la loi Sapin 2, au-delà donc du risque de corruption, quels sont les différents risques de compliance auxquels une organisation, quelle qu'elle soit, finalement se trouve confrontée, d'autant plus si elle est évidemment dans un secteur très régulé, comme l'industrie bancaire et financière par exemple. Alors, généralement, on inscrit ces risques de compliance dans 4 grands volets. Le premier volet, c'est ce qu'on appelle la criminalité financière. Alors, on aime bien en France l'appeler plutôt sécurité financière. En anglais, on dit financial crime. Et je trouve, à titre personnel, que le vocable criminalité financière est plus évocateur, plus signifiant que sécurité financière. Donc, criminalité financière. Le deuxième, c'est tout ce qui relève des clients, du traitement équitable et de la protection des clients, c'est le deuxième volet. Le troisième volet est plus lié à l'intégrité des marchés, tout ce qui relève des marchés, je vais y revenir tout de suite. Et le quatrième volet est plus lié à l'éthique et à la conduite des affaires, business conduct, comme on dit en anglais. Alors, en termes de criminalité financière, si on fait un petit zoom sur ce pilier-là, on distingue là encore souvent 4 sous-composantes de la criminalité financière. Tout d'abord, l'anti-blanchiment et le financement du terrorisme, qui est une très très grosse affaire aujourd'hui. Le deuxième volet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la corruption et tous ces crimes ou délits connexes, que sont le trafic d'influence, la concussion, le favoritisme, etc. Le troisième volet relève des embargos et sanctions internationales. Et le quatrième volet relève de la fraude, y compris la fraude fiscale. Donc voilà, d'une manière assez consensuelle, disons, la manière dont on décrit les criminalités financières, ou en tout cas dont on adresse les différents risques liés à la criminalité financière. Le deuxième sujet, on dirait en anglais « Treat your client fairly », donc il y a une acronyme qui est TCF, qui est bien connue de nos amis anglo-saxons, qui est liée effectivement à la manière dont on aborde équitablement le client, tant en amont dans la démarche commerciale, que dans les produits et services qu'on leur vend, qu'ils soient adaptés à leur profil, leur capacité, leur horizon d'investissement, et notamment la directive MIF, toute la réglementation MIF qui est très structurante de ce point de vue, et puis tout le sujet des réclamations clients. Voilà. Donc ce deuxième volet client est tout à fait important. Le troisième volet, donc en termes d'intégrité des marchés, tout ce qui est lié aux abus de marché, avec une extension très forte de la réglementation interprétative aussi, toute la jurisprudence attachée à ces sujets, ce qui relève de la transparence des marchés. Voilà, donc ça c'est ce qui est sur le troisième volet, l'intégrité des marchés. Le quatrième sujet sur la conduite, l'éthique, est bien sûr plus soft, c'est beaucoup plus sujet à l'interprétation, à posture individuelle de l'organisation. Et là, on pourrait mettre sous ce pilier-là
tout ce qui relève bien sûr des conflits d'intérêts, qui est vraiment une dimension qui prend une acuité très importante aujourd'hui. Ce qui relève du RGPD, les données personnelles, où la France est capable avec la CNIL le fer de lance au plan mondial sur ces sujets. Ce qui relève du whistleblowing, du lancement d'alerte, qui est une des huit exigences de la loi Sapin 2. Tout ce qui relève de la RSE, de la concurrence, voilà, le champ est infini. Il y a bien entendu un cadre réglementaire, mais il y a une forte composante, comme je le disais à l'instant, de culture, de maturité, d'éthique, voilà, à la fois de l'organisation et des individus qui la dirigent et la composent. Donc voilà les différents types de risques de conformité auxquels généralement on est confronté. Et les enjeux réels, alors les enjeux de conformité sont croissants. Et ce qui est assez symptomatique, je trouve, depuis quelques années, c'est que en matière à la fois de prise de conscience et d'amende, en termes de conformité, on a véritablement changé de magnitude et de paradigme. La prise de conscience est très forte. Je pense que de ce point de vue, la loi Sapin 2 sur la corruption a été vraiment un élément de fiscalisation très fort de cette prise de conscience. Et les risques sont majeurs, je ne vais pas tous les énumérer, mais ça va évidemment d'un risque civil et pénal, d'un risque de perte matérielle financière, d'un risque de dégénérescence du flux d'affaires si on est confronté à un risque de conformité ou la cristallisation d'un risque de conformité important. Et pour ne citer que 3 exemples et rappeler un petit peu les ordres de grandeur dont on parle, l'affaire BP avec Deepwater Horizon lui a coûté un peu plus de 10 milliards de dollars. BNP Paribas, avec les violations de sanctions embargo sur le Soudan, l'Iran, lui a coûté quand même une amende de 9 milliards de dollars à peu près aux États-Unis, il n'y a pas très longtemps. Et puis Volkswagen, avec le Dieselgate, en est à plus de, je crois, 30 milliards de dollars aujourd'hui en coût direct et indu sur cette affaire de violation du Clean Air Act. Voilà, donc on a changé de paradigme, on a changé de magnitude, d'amplitude des enjeux, et les enjeux sont multidimensionnels. Voilà, Pierrick, peut-être que l'on peut dire à ce sujet. Très bien, et donc nous avions au niveau du panorama, donc là on a le panorama en fait de l'arsenal juridique lutte anticorruption français et international, et puis notamment également la cartographie, le risk mapping, la map monde de l'indice de corruption Transparency, qui est évidemment l'un des principaux indices de référence. Qu'est-ce que ça inspire, ces données? Alors, ces données sur l'arsenal juridique, ça montre d'abord que les Américains ont été assez pionniers dans la réglementation, la prise en charge très directe de ce sujet, puisque le FCPA date de 1977. Et puis, vous voyez tous les milestones, en fait, qui émaillent le timeline, pardonnez-moi mes anglicismes, toute cette échelle de temps où toutes les instances internationales et les instances nationales se sont progressivement mises en œuvre, enfin se sont mobilisées sur le sujet de la corruption pour arriver donc jusqu'à la France, jusqu'à la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Et puis, cela continue, donc il y a un dernier élément assez important qui élargit en fait sur la capacité d'interprétation et les instances gouvernementales autorisées à prendre des mesures de gel des avoirs, par exemple avec le Global Magnitsky Act américain. Voilà. Donc on voit en fait qu'il y a une progression très forte et continue de la mobilisation des organisations internationales et nationales sur ce sujet.
et qui accompagne justement le changement d'échelle dont je parlais tout à l'heure.